Chaque matin, nous décryptons l'actualité pour vous donner les vraies informations. Les informations que les médias omettent ou falsifient sciemment. À TV Liberté, nous faisons le choix de vous informer sans tabou et sans la pression du politiquement correct. Nos invités, qu'ils soient célèbres ou bannis des médias, viennent dire chez nous ce qu'ils ne peuvent pas dire sur les autres plateaux de télévision. Sans pression publicitaire, TV Liberté vous propose des débats libérés de la mainmise des lobbies qui imposent leurs règles partout ailleurs. Avec TV Liberté, l'heure de la réinformation sonne tous les jours à 19h dans le journal que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre sur le site web, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous aider à multiplier les reportages, multiplier les correspondants locaux, à aller sur le terrain pour interroger les responsables politiques et publics, mais aussi pour vous donner la parole, à vous. Parce que la liberté d'information a besoin de moi, mais surtout de vous. Rejoignez nos donateurs, soutenez TV Liberté, la télévision libre qui vous informe vraiment. TV Liberté, nous, c'est vous. Bonjour chers téléspectateurs, pour ce numéro 7 de Nos chers vivants. Aujourd'hui une émission consacrée à Yves Boisset, que j'ai intitulée de manière un peu provocatrice « Yves Boisset, cinéaste militant ou metteur en scène libre ». J'accueille Yves Boisset. Bonjour Yves Boisset. Bonsoir. Alors, vient de sortir aujourd'hui même quasiment un DVD, Le Juge Fayard d'Île Shérif, qui est un de vos films qui est sorti en 1977. C'est un film qui est sorti chez Jupiter Film. Et pour savoir de quoi il s'agit et pour se mettre un peu l'eau à la bouche, nous allons voir un extrait justement et la bande-annonce du Juge Fayard. 3 balles dans le ventre. Vous savez ce que ça veut dire? La mort des traîtres. Si moi je le coince aujourd'hui, Marcheron, ce dossier, on va le ressortir. Il n'y aura pas que celui-là. Et si l'affaire Marcheron gêne autant de monde, c'est qu'elle pourrait bien déboucher sur une affaire beaucoup plus importante. Mon Dieu, non, vous ne garderez pas M. Camus en prison pendant 6 mois. S'ils veulent que ça s'arrête, faudra m'enlever le dossier. Devant, est-ce que vous êtes bien qualifié pour instruire une affaire aussi délicate? Faites attention, vous mettez les pieds. Si vous faites une boulette, moi je ne connais plus. Arrête tes conneries un peu, le gros. Faut pas m'expliquer, on connaît beaucoup de gens. L'argent passe dans la machine à laver des banques suisses et peut ensuite réapparaître au grand jour dans les affaires légales. J'ai pas envie de te parler, alors je te rappellerai pas. Voilà, Le Juge Fayard d'Île Shérif, 1977, un film qui vient de sortir donc en DVD vidéo. Yves Boisset, d'autres vont sortir, je crois, dans les mois qui viennent, notamment L'Attentat, sur l'affaire Ben Barka. Alors, évidemment, Le Juge Fayard d'Île Shérif est un film qui a suscité la polémique à sa sortie, puisqu'il s'agissait du juge Renaud, interprété par Patrick Devers. Nous allons en reparler tout au cours de l'émission. Il y avait un certain nombre de révélations que vous pourrez peut-être nous faire. Mais je voudrais d'abord, pour qu'on vous situe un tout petit peu, dresser en quelque sorte, en 2 minutes, votre portrait, puis vous me direz si vous êtes d'accord et si je dis des choses justes, ou si au contraire, vous infirmez ce que je peux dire. Vous êtes né le 14 mars 1939, vous avez été journaliste et collaborateur à plusieurs revues de cinéma notamment. Collaborateur, c'est un vilain mot. Ah oui, alors effectivement, excusez-moi, il faut le supprimer. Journaliste. Dans les années 70, vous incarnez un cinéma qui est considéré comme tendanciellement à gauche, mais moins manichéen qu'on ne l'a certainement dit, et nous y reviendrons. Vous vous inspirez souvent d'événements réels, la brutalité policière sous l'ère gaulo-pompidolienne, dont Un Condé en 1970, l'affaire Ben Barka dont je viens de parler, l'attentat 1972, la guerre d'Algérie, RAS
1973, le racisme, Dupont-Lajoie, 1975, la mafia politico-affairo-judiciaire face au juge Renaud, le juge Fadiard, dit le shérif, la difficulté d'obtenir une police juste et indépendante, la femme flic, en 1980. Vous avez adapté aussi plusieurs auteurs connus, Michel Déon pour Le Taxi Mauve, et nous aurons l'occasion d'entendre Michel Déon dans cette émission, 1977, et Marie Cardinal pour La clé sur la porte, film avec Annie Girardot, où on retrouve d'ailleurs Patrick Devers. À partir des milieux des années 90, Yves Boisset, vous vous consacrez à la télévision avec des réalisations historiques, notamment l'affaire Seznec en 1993, l'affaire Dreyfus 1995, Le Pantalon 1997, Jean Moulin 2002, l'affaire Salingro 2009. Et puis un film qui n'a pas été suffisamment vu et qui peut être étonné de votre part, le film 12 balles dans la peau pour Pierre Laval, 2009 également. 2011, vous publiez votre autobiographie, Ma vie est un choix, aux éditions Plomb, et invité à Radio Courtoisie, le 1er décembre de la même année, vous racontez comment France Télévisions aurait empêché de mettre certaines images d'archives datant de la Seconde Guerre mondiale et de la fin tragique de Pierre Laval. Je rappelle que vous avez mis en scène de très nombreux films que je ne peux pas citer évidemment à cette antenne, mais rappelons quand même Allons enfants en 1981, un film contre le réglementarisme militaire, Espion lève-toi, film d'espionnage avec Lino Ventura, 1982, Le prix du danger, 1983 avec Gérard Lanvin, et Michel Piccoli, extraordinaire Michel Piccoli, dans le rôle d'une sorte de Jacques Martin synthétisé avec Michel Drucker en présentateur fantasque, contre la télé-réalité du moment, qui sera un film à certains aspects visionnaire, Radio Corbeau 1989, et La Tribu 1991, qui est un film que je crois vous n'aimez pas beaucoup, mais on y reviendra à la fin de l'émission. Alors, est-ce que d'abord le portrait vous semble juste, Yves Boisset ? Ah ben, ce sont des faits. Ce sont des faits, hein ? Oui. D'accord. Donc, bon, voilà. Il me paraît difficile de les contredire. Voilà. Alors, vous avez quand même mis en scène 2 films avant Un Condé, qui est votre chef-d'œuvre, me semble-t-il. C'était Copland sauf sa peau, et le film Cran d'arrêt, avec Bruno Kremer notamment, un film, une coproduction franco-italienne. Mais avec Un Condé, on peut dire que c'est une sorte d'aboutissement. C'est un film assez melvillien, un film noir, un film sur la brutalité policière. C'est un film déjà où vous commencez à vous engager à l'époque. D'où vous vient, en quelque sorte, cette dilection particulière pour le cinéma engagé et partisan, qui n'est pas forcément militant. Non, point du tout. D'abord, d'ailleurs, les critiques, parfois féroces, vous diront que mon meilleur film est de loin Copland sauf sa peau. Ah oui. Oui, c'est bon. C'est un petit film. Mais c'est des critiques méchantes, parce que oui, non, détestant les autres qui sont trop engagés, ils considèrent que Copland est un film sympathique. Absolument, c'est par déduction. Non, mais qui est Copland, c'est un film que j'aime bien, moi. C'est un film cinéphile. Il y a, je crois, 200 références à d'autres films dans Copland sauf sa peau. Donc c'est une sorte de remake apocryphe des Chasses du comte Zaroff, un grand classique du film fantastique. Et c'est un film amusant, quoi. C'est un film mineur et c'est un film extrêmement cinéphilique. Parce que comme je l'ai dit, vous étiez journaliste cinéma, mais vous avez été aussi assistant metteur en scène, et donc vous étiez un cinéphile averti. Donc d'où les 200 références dont vous parlez à l'instant. Hein, dans oui, ce film. Vous êtes amusé en quelque sorte. J'ai été critique, personne n'est parfait. J'ai été critique pendant assez longtemps. Je peux vous le dire. 7-8 ans. Mais avant d'être critique, j'avais été journaliste de faits divers. Et j'avais fait des chiens écrasés, puisque c'est comme ça qu'on appelle les faits divers de moindre notoriété. Et j'avais fait les commissariats de police pour le compte de Paris-Jour. Et ce qui m'avait frappé, c'est que les petites histoires qui traînent dans les commissariats sont souvent extrêmement révélatrices du climat social et de l'état de la société. Parce que même s'il s'agit d'une querelle entre voisins, par exemple, c'est souvent un reflet d'une situation sociale difficile. Et c'est une chose qui m'avait frappé, c'est que à travers les faits divers, on peut faire le portrait d'une société.
D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait tout au cours de votre carrière, parce que la plupart de vos films sont toujours très documentés. Vous faites un vrai travail de journaliste. Vous avez des conseillers sur le film qui vous permettent d'établir les faits réels par rapport au sujet que vous traitez. Absolument. La plupart de mes films, en particulier quand il s'agit de faits réels, je fais une enquête vraiment très sérieuse, une enquête journalistique très sérieuse. Et on a rarement, je crois, pu prendre en défaut sur ce plan mes films. D'ailleurs, souvent, les thèses qui étaient développées dans les films, exemple l'affaire Ben Barka dans l'attentat, bon, tout ce qu'on disait à mots plus ou moins couverts dans l'attentat s'est révélé complètement vrai, y compris l'implication de la CIA et du Mossad dans la mort, l'enlèvement et la mort de Ben Barka. Interprété par Gian Maria Volonté dans le film. Gian Maria Volonté, qui était probablement un des meilleurs acteurs de l'histoire du cinéma. Acteur difficile, néanmoins. Ah, adorable. Non? Ah oui, adorable. Parce qu'on m'a toujours dit qu'il avait été particulièrement caractériel, difficile sur dans le les deuxième films. souffle. Ah oui, c'est ça, dans le film de Melville. Ouais. Il ne s'est pas très bien entendu avec Melville, ça arrive. Et Vous voulez dire dans le cercle rouge? Dans le cercle rouge, pardon. Oui, excusez-moi, c'est Melville. Oui. Et il ne s'était pas très bien entendu avec Melville, mais pendant le tournage de l'attentat, il était absolument adorable, absolument charmant. Alors, il y a une chose intéressante, je crois, qu'on peut raconter, c'est que quand il a accepté de jouer le rôle de Sadiel, qui était une sorte de représentation de Ben Barka dans l'attentat, il m'a demandé de lui trouver les quelques images filmées qui existaient de Ben Barka, les interviews, les photos, enfin le maximum de documentation. Et quand il est venu à Paris pour le tournage du film, il m'a dit quelle est la ville la plus ennuyeuse de France. J'étais perplexe et j'ai dit vraiment un peu à brûle-pourpoint, j'ai dit Montluçon. Parce que, pour une raison, c'est que j'avais fait une partie de mon service militaire à Montluçon et que je m'étais assez copieusement ennuyé. Et donc, je réponds à Gian Maria, il me dit, alors écoute, emmène-moi à Montluçon, trouve-moi l'hôtel le plus ennuyeux de Montluçon, et je vais m'y enfermer pendant 2 jours, et pour m'imbiber de Ben Barka. Alors je l'ai emmené en bagnole à Montluçon, et 2 jours après, je suis revenu le chercher le lundi matin, et j'étais abasourdi parce que j'avais accompagné un type qui avait les cheveux gominés, raides, de mafioso. Il venait de faire un film dans lequel il jouait un mafioso. Et il était dans le hall, je ne l'ai pas reconnu. Il avait les cheveux grisonnants, frisés, et il avait l'air arabe. Oui. Et il n'avait rien fait. Hein. C'était simplement, bon, il avait effectivement enlevé la teinture de ses cheveux, il avait laissé ses cheveux qui étaient naturellement frisés, et il avait l'air, étrangement, il avait l'air arabe. C'était, alors, je crois que là, l'acteur studio et ses règles sont un petit peu dépassées, parce que c'était vraiment de l'intérieur qui composait un personnage. Il faut encourager les téléspectateurs, les internautes pour se procurer en début d'année l'attentat, parce qu'il y a aussi une distribution absolument éblouissante, parce qu'on y retrouve Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Roy Schneider aussi, et puis c'est un réquisitoire, il faut bien le dire, à l'époque, contre l'UDR, qui est assez sympathique, et où on s'amuse aussi, parce qu'il y a des répliques parfois qui sont assez savoureuses, les dialogues étaient très très réussis. Oui, les dialogues de Georges Semprin étaient, je crois, bien senti. Et on retrouve d'ailleurs Michel Bouquet dans ce film-là. Mais avant, donc, sort Un Condé, film sur la brutalité policière. Alors, pourquoi avez-vous fait ce film contre la brutalité policière? Vous allez me dire, parce que la brutalité policière, à l'époque, sévissait. Mais encore, y a-t-il une autre raison supplémentaire qui vous a vraiment déterminé à pouvoir faire ce film? Oui, non, c'était un sentiment de révolte, justement, devant la complaisance avec laquelle étaient traitées les brutalités policières, pas forcément les plus spectaculaires, hein, mais il est évident que les policiers qui parfois interrogeaient durement
des suspects étaient jamais punis, jamais réprimandés, et qu'on considérait à l'époque qu'après tout, c'était normal. Et en ça, le film avait beaucoup choqué M. Marcellin, qui a interdit le film pendant 6 mois, qui nous a obligés, il y a eu un certain nombre de coupes qui ont été faites dans les dialogues, en particulier une scène que moi j'aimais beaucoup, où on comparait la police au système digestif de la société. Et ça avait beaucoup choqué, beaucoup déplu à M. Marcellin, qui nous avait fait couper cette scène et qui avait obligé à retourner entièrement une scène d'interrogatoire qui était particulièrement musclée et dont il ne reste plus que des photos où on voit Jenny Garco qui est en sang, qui a été quasiment torturé dans un commissariat de police. Alors on va regarder justement un extrait du Condé pour que les téléspectateurs se rendent bien compte de la charge qui est la vôtre à l'époque, mais surtout de la réalité de la brutalité policière. On va reconnaître notamment Michel Constantin, Bernard Fresson et Michel Bouquet dans le rôle du commissaire Favenin. Deuxième voyage. Suerte, dames. Suerte, Villetti. Regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Bon Dieu, la calme. Qu'est-ce? Donnez-moi vos armes. Les types là-haut. Faut qu'on leur dise 2 mots. Monte seulement une marche et je tire. Faut dérailler? Regarde ma ligne de mire si elle déraille. Ils vont s'enfuir. Ces types-là, pour moi, c'est des bienfaiteurs de l'humanité. Je veux pas que tu les abîmes. Alors, ces flingues, ça vient? J'en ai pas le droit. Pas le droit. La légitime défense, tu as entendu parler? En ce moment, t'as un flingue à la main, moi aussi. En ce moment, je suis assermenté. C'est dégueulasse. T'as pas tout vu. Allez, foutez le camp. Vite! On pourrait peut-être s'occuper des autres, maintenant. Voilà, donc un Condé. Alors on aura reconnu aussi Henri Garcin dans ce film. Et Théo Sarapo. Et Théo Sarapo. Alors il me semble qu'il y a un contraste, un décalage assez saisissant entre un Condé, 1970, et La femme flic, 1980. Parce que ce sont 2 films qui parlent de la police et des méthodes de la police. Or, il semble que vous ayez voulu, dans un Condé, montrer cette brutalité policière effective, et que dans La femme flic, au contraire, montrer que la police a des difficultés à pouvoir faire son boulot, y compris lorsqu'elle veut réprimer. Ça pourrait paraître paradoxal. Hein. Non, c'est exactement la même idée. D'ailleurs, je tiens à remercier encore une fois M. Marcellin, ministre de l'Intérieur de l'époque, qui, en interdisant le film pendant 6 mois, lui a assuré une publicité absolument exceptionnelle. D'ailleurs, si j'étais parfaitement honnête, je devrais aller déposer des fleurs sur la tombe de M. Marcellin, auquel je dois quand même une partie de ma carrière, parce que l'interdiction du film fait une pub terrible. Lui a fait une publicité remarquable et a assuré son succès. Dans le cas de La femme flic, qui est aussi une histoire vraie, hein, Oui. et le film essayait de montrer la difficulté qu'il y a pour une police éventuellement intègre pour essayer d'arriver, ce qui est en théorie le but de la police, d'arriver à la vérité,
dans une affaire policière et à faire arrêter les coupables. Et le film, qui s'inspirait d'une histoire réelle, c'est-à-dire d'une histoire de pédophilie et de prostitution enfantine dans le nord de la France, et la police a été obligée de s'arrêter aux portes de la mairie de Lille, à l'époque. Mais voyez, là où il y a un malentendu peut-être dans votre filmographie, Yves Boisset, parce qu'on a dit souvent que vous représentiez le cinéma de la gauche, de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, etc. Or, quand on voit La femme flic, on s'aperçoit que vous remettez en cause à la fois les théâtreux gauchistes représentés par Jean-Pierre Calfon et sa bande, qui se foutent de la gueule de Miou Miou, qui est censé représenter la fliquette qui essaie de faire son travail, et de l'autre, les veules, les pourris, corrompus de la ville, qui représentent plutôt la droite bourgeoise. Donc, le manichéisme qui serait le vôtre ne me paraît pas du tout évident. Et on va en reparler d'ailleurs. Je ne crois pas du tout que mes films soient si manichéens que ça. Et alors justement, RAS, qui a été un film qui a fait beaucoup couler d'encre sur la guerre d'Algérie. C'est vrai que vous êtes anticolonialiste, c'est vrai que vous prenez parti contre une certaine armée française, mais c'est vrai aussi que le héros interprété par Jacques Weber, Charpentier, qui fait partie de la Ligue communiste révolutionnaire, n'est pas montré sous son meilleur jour. Il est plutôt antipathique. C'est vrai aussi que Philippe Leroy-Beaulieu, qui est toujours d'un officier d'élite, vous le montrez sous un jour tout à fait favorable. Donc c'est plus compliqué que ça. C'est un personnage ambigu. L'officier joué par Leroy-Beaulieu, qui est inspiré fortement d'un officier que j'ai bien connu, qui s'appelait le commandant Pouget, oui, qui avait sauté sur Dien Bien Phu, qui ensuite avait participé aux événements d'Algérie, s'était ensuite désolidarisé de l'armée, à laquelle il croyait profondément. Et il était, je crois, là, un symbole intéressant d'une armée qui faisait un travail qui ne lui plaisait pas nécessairement, puisque, comme le disait Bijard, c'est un travail de flic plus qu'un travail de militaire. Et c'est ce que le film essayait de montrer. Alors, il y a une chose qui est cocasse, c'est que la FNACA, la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, avait pris très fortement fait et cause contre RAS, puisqu'ils avaient envoyé des grenades dans certaines salles qui passaient le film. Et aujourd'hui, la FNACA me demande de venir présenter le film dans des congrès de la FNACA en disant que c'est probablement vrai, ça j'en suis convaincu, le film le plus exact qui était réalisé sur les événements d'Algérie. Cela dit, Yves Boisset, à l'époque, la FNACA n'était pas politiquement orientée de la même façon qu'aujourd'hui, parce que la FNACA aujourd'hui est plutôt d'obédience communisante. Est-ce que c'était le cas à l'époque ? En tout cas de gauche, oui. Est-ce que c'était le cas à l'époque ? Oui, elle était très partagée. Oui, très partagée. Il y a peut-être eu là aussi une évolution par rapport au regard sur le film. Et d'ailleurs, un monsieur qui n'est pas un gauchiste absolument convaincu, monsieur Le Pen, m'a dit également qu'il trouvait formidable RAS, alors qu'il y a une trentaine d'années, quand le film est sorti, il avait dit, il m'avait dit à moi, avec des types comme vous, il y a une seule solution, c'est 12 balles dans la peau. C'était pas pour Pierre Laval, là. Aujourd'hui, Le Pen trouve que le film est très bien vu, que c'est vraiment un reflet de la situation des appelés. C'est très étonnant comme on peut voir un film à l'époque où RAS, par exemple, sort, et la façon dont on peut le voir aujourd'hui, avec les nuances qui s'imposent, et qui est le contraire du film manichéen par excellence, alors qu'il a été considéré par la droite et l'extrême droite à l'époque comme le film le plus gauchiste qui soit, et qui était vraiment le plus militant qui soit. Il faut le revoir. Voilà, il faut le revoir, je crois que c'est important. Et en plus, il y a une très très belle musique de Françoise Roubaix, qui est magnifique et qui donne le rythme un petit peu à ce long métrage. Alors, autre film qui a fait couler beaucoup d'encre, Dupont-la-Joie, 1975, film sur le racisme. Éric Zemmour, dans son ouvrage Le suicide français, dit que vous avez fait un film
contre le racisme et que vous vous êtes en fait planté, parce qu'en voulant faire un film contre le racisme, vous avez fait un film raciste anti-blanc. Alors, est-ce que c'est un film à prendre au premier ou au deuxième degré? Parce que parfois, dans le film, on voit des personnages comme Michel Perlon, qui est un peu caricatural, et qui est même très drôle à certains égards, enfin, au deuxième degré en tout cas. Mais au premier degré, c'est un film comique. On ne sait plus très bien si c'est une caricature, un stéréotype, si vous avez voulu faire vraiment un film très réaliste. Et surtout, la question que je me pose, moi, depuis très longtemps, c'est est-ce que vous avez fait un film sur ce que vous estimiez être la France raciste, ou est-ce que vous avez fait un film sur une certaine France qui était raciste? Non, c'est un film sur le racisme populaire, qui est le racisme. Il existe rarement, sinon dans les conversations éventuellement, mais il existe rarement dans les quartiers bourgeois. À Neuilly, personne n'est raciste. D'ailleurs, il y a suffisamment de chèques avec ou sans provision qui habitent à Neuilly, mais les Arabes qui habitent à Neuilly ne sont pas des Arabes qui suscitent un racisme particulièrement violent, parce qu'il n'y a pas de problème de poubelle, il n'y a pas de problème de bruit, il n'y a pas de problème d'odeur, comme disait M. Chirac. Le racisme, est bien évident que c'est les gens modestes qui sont confrontés. Et c'est pour ça que le racisme le plus redoutable est un racisme populaire. Alors, maintenant, effectivement, Minute, à l'époque, avait dit que c'était un film raciste, anti-français. Et d'ailleurs, la critique, il y avait une caricature où j'étais représenté avec la critique de Minute, en disant « Boisset, avec son physique vaguement mongolien, a... » Bon, ça peut se discuter, pourquoi pas. On n'en discutera pas. Bon, de toute façon, c'est pas passionnant. Non. Et a fait le premier film raciste, anti-français. C'est un peu la théorie que reprend Zemmour. C'est qu'à moitié surprenant, au demeurant. Moi, j'aime plutôt bien Zemmour, que je trouve pittoresque, qui a une vraie verve, qui tire souvent assez juste, mais qui se laisse quelquefois emporter par, alors là, pour le coup, une vision manichéenne. Oui. Alors, est-ce qu'en 1975, le racisme est tel en France que ça vaut vraiment le coup de faire un film? Est-ce que le racisme est vraiment étendu au point de faire un film à thèse? C'est pas un film à thèse, d'abord, c'est une comédie. Pendant la moitié du film. Alors ça, c'est important. C'est un film satirique. Oui. Quand Michel Perrellon, qui joue l'huissier de Strasbourg... Maître Schumacher. Maître Schumacher, qui amène ses charcuteries de Strasbourg. Quand Victor Lanoux incarne un type qui prétend avoir été para, mais qui, de toute évidence, n'a jamais foutu les pieds en Algérie... c'est ce genre de personnages qui me paraissent... Même Jean-Pierre Mariel, dans le rôle du présentateur télévisé, il est assez croquignolé. Hein. Oui, qui un genre antipathique. Léon Zitrone avait bien cru se reconnaître dans le personnage, à tort ou à raison. Mais la dénonciation, même caricaturale, un peu stéréotypée et drôlatique des beaufs racistes et petits blancs de l'époque, est-ce que vous le referiez aujourd'hui à la lumière de l'immigration, tel que le phénomène a fini par aujourd'hui devenir un vrai problème? Oui, mais ça n'a rien à voir avec le problème. Est-ce que le problème existait à l'époque, je veux dire? Est-ce que c'est pas le problème n'est pas aujourd'hui? Bien sûr, le problème existait à telle enseigne que ce qui m'a donné l'idée de faire Dupont-la-Joie, c'est que dans RAS, il y avait des acteurs, ou pas forcément acteurs d'ailleurs, des garçons qui étaient d'origine algérienne, qui jouaient soit les Félaga, soit les harkis, ou des civils algériens, et qui me racontaient les ratonnades dont ils avaient été victimes ou dont ils avaient été témoins. Et c'est ce qui m'a donné l'idée, ils racontaient ça le soir, après le tournage, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire Dupont-la-Joie. Mais je pensais qu'il était plus efficace d'en faire une comédie que d'en faire un drame bien pensant
et presque forcément didactique, voire pédagogique. Et vous remarquerez que la moitié du film est plutôt drôle. Oui. Évidemment, c'est renforcé par la pléiade d'acteurs comiques de l'époque. Et puis, il y a un tournant quand ça se gâte, qu'il y a le viol de la jeune fille, premier rôle jamais joué au cinéma par Isabelle Huppert. Oui. Violé par Jean Carmet. Violé par Jean Carmet. Et à partir de ce moment-là, ça devient une tragédie, ou une tragicomédie. D'ailleurs, il y a un personnage dans le film que vous montrez sous un angle favorable et qui est un pied noir, qui est joué par Robert Castel, qui a connu la guerre d'Algérie, qui vient d'Algérie, qui est un pied noir, et qui justement n'est pas a priori du côté de ceux qui pourraient être bien pensants. Or, il trouve que la manière dont les Carmet, etc., qui jouent dans le film, sont plutôt des personnages étant véritablement un peu à côté de la plaque et un peu très convulsif. Mais le personnage que joue Robert Castel est un personnage réel. Quant à Pierre Tornade, c'est plutôt un bon type aussi. Oui, c'est un brave type. Donc là aussi, c'est plus complexe que ça. Et effectivement, même si... Et là aussi, il y a un flic qui est joué par Jean Bouise, qui est un flic honnête, qui a parfaitement compris que les immigrés ne sont pour rien dans le meurtre de Isabelle Huppert, mais qu'il se doute que c'est un des campeurs qui a violé et tué Isabelle Huppert, mais il obéit aux ordres et il obéit au pouvoir. C'est-à-dire, pour le pouvoir, ne faisons pas de vagues, et ce serait beaucoup plus terrible, surtout dans le midi de la France, si tout d'un coup on accusait un bon Français d'avoir fait le coup. Alors d'ailleurs, il joue un personnage assez proche de celui qu'il va jouer dans Le Juge Fayard dit le shérif, à certains égards. Le Juge Fayard dit le shérif, donc on en a parlé, avec Patrick Devers, Aurore Clément, Jean Bouise. Grand film policier, film aussi qui est une charge contre le SAC, le service d'action civique, qui était à l'époque la police parallèle, les barbouzes, sous l'ère Gaulo-Pompidolo-Giscardienne, va-t-on dire, et des personnages aussi assez différenciés. Par exemple, de Marcel Bozuffi, qui joue le rôle de Pierre Pourrat, un ancien de l'OAS. Enfin, un personnage inspiré de Pierre Pourrat. Par Pierre Pourrat. Et alors justement, vous avez une anecdote à nous raconter là-dessus, parce que Pierre Pourrat s'est montré durant le tournage. Oui, enfin, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez qu'on nous a interdit de tourner le film à Lyon. Sous le prétexte que les autorités et la préfecture ne pouvaient pas garantir notre sécurité, étant donné qu'on mettait en cause le gang des Lyonnais, le SAC, le service d'action civique. Et donc, on a été amené à aller pas trop loin, à Saint-Étienne, et le film a été tourné à Saint-Étienne, sous, évidemment, haute surveillance des RG. Les flics de Saint-Étienne voyaient d'un œil très favorable le film. Comme ils détestaient les flics de Lyon, dont ils estimaient à tort ou à raison qu'ils étaient tous pourris, donc ils étaient ravis qu'on dise des choses pas forcément aimables sur les flics de Lyon. Et ça s'est très bien passé avec les flics de Saint-Étienne. Et on avait, une surveillance que je qualifierais de presque complice des renseignements généraux à l'époque. Et un jour, alors les renseignements généraux venaient, il y avait des officiers des renseignements généraux qui venaient tous les jours sur le tournage, d'abord par curiosité, parce que ça les amusait, puis ils faisaient un rapport sur ce qu'on tournait. Et un jour, il y a un flic des RG qui vient me trouver et qui me dit c'est marrant, parce qu'il y a votre personnage qui est venu regarder le tournage. Et je dis ah bon, qui ça? Il me dit vous ne le reconnaissez pas, vous lui enlevez la moustache et les lunettes, c'est sous le réverbère là-bas, c'est Pierre Pourrat. Le personnage donc interprété par Marcel Bozuffi. Le personnage qui était à côté d'ailleurs. Interprété par Bozuffi, et Pourrat était venu regarder ce qu'on faisait de son personnage.
Et à ce moment-là, quand même, Pourra était recherché par toutes les polices de France et de Navarre. Alors, et il venait de me montrer Pourra. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous attendez pour le sauter? Et il dit, ah non, il est du sac, on ne peut pas y toucher. Cela dit, là aussi, encore une fois, nuance, car dans le film, le personnage incarné par Bozuffi, qui est un truand, un mercenaire, un tueur, etc., tient très nettement à se distinguer des gens avec qui il travaille. Oui. Il dit à un moment donné, nous ne sommes pas des associés. C'est-à-dire qu'il se différencie des gens du SAC, parce que lui est un ancien de l'OAS, et il considère que ce n'est pas sa tradition politique. Il est là pour gagner de l'argent, pour faire des coups. Le SAC avait descendu, ou fait descendre suffisamment de types de l'OAS. Donc, il n'y a pas une sympathie délirante évidemment. entre les gens de l'OAS et le SAC, même si, quelquefois, il y avait des liaisons dangereuses. D'ailleurs, vous le montrez sous un jour, là aussi, assez nuancé, c'est-à-dire que c'est lui qui fait... Assez ambigu. Assez ambigu. Il n'est pas antipathique. C'est lui qui fait les grosses opérations, il joue sa peau. Il est courageux. Il peut mettre la peau au bout de ses idées, et au bout même parfois de ses intérêts. Alors que les autres, comme Michel Auclair ou Daniel Ivernel, dans le même film, sont beaucoup plus veules et... sont des voyous. Voilà, ne risquent pas, au moindre instant, de tenter leur peau, jouer leur peau. Patrick Devers a été un acteur difficile à gérer, notamment au début du film, quand vous vous êtes foutu sur la gueule avec lui. Oui, c'est une des personnes que j'ai le plus aimé dans ma vie. Donc, Comme quoi, il faut parfois se battre pour ses... Oui, mais c'est vrai que Patrick, il poussait toujours les limites. Toujours. Donc, le premier jour de tournage, il était bougon, on tournait sous haute surveillance au palais de justice d'Aix-en-Provence. On nous avait bien recommandé. Pas de boisson à l'intérieur du palais de justice, pas de sandwich, vous avez une cantine dehors, et pas de bruit, personne ne crie, ne s'interpelle, etc. Bon, et Patrick s'était installé dans l'escalier d'honneur du palais de justice avec une canette de bière et un sandwich. Les jambes largement étalées, à moitié allongées dans l'escalier du palais de justice, d'honneur du palais de justice. Et je lui dis, Patrick, on a promis que personne ne boufferait, ne boirait à l'intérieur du palais de justice, qu'on serait très discret. Et Patrick me dit, de toute façon, je t'emmerde. Et je lui dis, non, arrête, fais pas l'imbécile, on va se faire lourder. Et il me dit, de toute façon, ça fait un moment, depuis ce matin, tu m'emmerdes, alors sors dehors, on va s'expliquer. On sort du palais de justice, moi j'étais trop content. Déjà de l'extirper. De l'extirper du palais de justice, on arrive sur la façade du palais de justice, et là, il me décoche une superbe droite en pleine gueule. Et là, je suis complètement désemparé, j'hésite une demi-seconde, et puis j'en remets une. Et je suis mis... Bonne, proportionnelle. Bonne aussi. Et à ce moment-là, il a éclaté de rire, il était quand même sonné aussi, il a éclaté de rire, il m'a pris dans ses bras, et il m'a dit, maintenant, on peut être amis. Ça, c'était Patrick. Alors, c'est un film qui va vous coûter des ennuis après la sortie. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme pression? Quels vont être les jugements portés sur le film d'abord, et ensuite les éventuelles répressions contre vous? Mais, de la part, disons-le très clairement, des gens du SAC. Oui, et puis notamment, et des voyous. Et des voyous. Et du pouvoir. Vous avez le pouvoir, le SAC qui était de connivence avec le pouvoir, et les voyous. Et la veille de la sortie du film, devant la 17e chambre correctionnelle, le SAC, en tant que personne morale, avait porté plainte pour diffamation, puisqu'on disait très clairement dans le film que le SAC, en tant que tel, service d'action civique, était un ramassis de voyous et de trucs. Et on a été condamné en diffamation. Et pire, le mardi à 18h, le film sortait en salle à 14h30 le mercredi. On a été condamné par le juge Aignan, dont je ne sais pas s'il était acheté, s'il était vendu ou s'il était les deux. Et on a été condamné... Vous pouvez aussi donner des services sans les vendre.
Oui, peut-être. Et on a été condamné à supprimer toute mention orale ou visuelle du sac dans le film. Là, j'ai vraiment eu une idée, qui est une des bonnes idées que j'ai eues dans ma vie. Avec le chef monteur, Albert Georgenson, on a fait toutes les salles de Paris, pas de France évidemment, avec des produits régionaux, avec un poinçon, et on défilait la bande sonore, et chaque fois que le mot « sac » était prononcé, on donnait un coup de poinçon dans la bande sonore, ce qui faisait que quand le film passait dans le projecteur, au lieu, si Patrick disait « Mais enfin, monsieur Machin, vous étiez bien membre du sac », on entendait « Mais enfin, monsieur Machin, vous étiez bien membre du bip ». Et à ce moment-là, dans la salle, les gens hurlaient « sac salaud »,« sac assassin », etc. Et ça a été beaucoup plus remarqué, bien entendu, que si on avait laissé « sac » dans la bande sonore. Ça serait confondu avec CFDT, ouais, CGT ou PSG. Et le sac n'était pas si célèbre. Par contre, ça l'a rendu célèbre. Oui. Et ça l'a rendu célèbre comme un ramassis de crapules. Tout à fait. Alors, oui. Mais la conséquence, c'est que les gens du sac, cher à M. Pasqua, l'ont assez mal pris. Est-ce que ça vous a valu des menaces physiques ? Plus que des menaces, puisque 3 jours après la sortie du film, je rentre chez moi, boulevard Raspail, et je m'apprêtais à rentrer, j'ai rien vu, j'ai rien compris, et il y a 1, 2, 3 types qui m'ont cassé la gueule, mais grave, qui m'ont vraiment passé à tabac. Avant, j'avais un nez assez droit, et ils m'ont vraiment cassé le nez, ils m'ont cassé la gueule, et ils ont bousillé ma bagnole. Et à coups de masse, c'est-à-dire le capot était défoncé, le coffre était enfoncé, toutes les vitres avaient été défoncées, et il n'y avait que la vitre du conducteur sur laquelle on avait bombé « bip, bip ». Bon, quand je suis sorti de l'hôpital le lendemain, j'ai évidemment, ne serait-ce que pour les assurances, j'ai été porter plainte au commissariat de police, où je pense qu'il devait y avoir un bon nombre de fonctionnaires qui émargeaient également au sac. Et j'aurais dit, ils me disent, vous avez des ennemis, vous voyez qui a pu casser votre voiture et vous casser la gueule. Je dis, écoutez, il me semble que c'est signé, puisqu'il y a écrit bip bip sur la seule vitre qui est restée. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire bip bip? C'était à la une de France Soir, c'était à la une de tous les journaux, difficile de l'ignorer. Et l'enquête a été... Le sac avait la main longue. Il y avait, dans la plupart des commissariats, il y avait des gens du sac. Alors, vous êtes en train de tourner actuellement un documentaire sur le Père-Lachaise, et justement, la tombe du juge Renaud, qui enquêtait, qui est donc interprété par Patrick Devers, qui enquêtait sur les milieux politico-afféraux, voyous de l'époque, et donc du sac, la tombe du juge Renaud, qui est décédé il y a 28 ans, a été profanée. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Comment ça s'est passé? Comment avez-vous découvert ça? Vous avez, j'imagine, été surpris. 28 ans après. 28 ans après. La tombe a été profanée il y a quelques mois. Ouais. Et c'est une histoire très étrange. Parce que on imagine mal que quelqu'un que le juge Renaud aurait fait arrêter, aurait fait incarcérer. Et l'idée de se venger 28 ans après, très très étrange. Sa tombe a été profanée, on a soulevé la dalle, déversé des seaux de merde sur le cercueil et mis des inscriptions extrêmement grossières et injurieuses pour le juge Renaud. Alors, on peut avoir son idée là-dessus, mais c'est plus, à mon sens, une vengeance de quelqu'un qui a été blessé récemment par le souvenir du juge Renaud
une vengeance d'un truand qui lui en voudrait d'avoir été foutu en tôle. Et aucun lien, en l'occurrence, avec ce qu'a été le SAC. Probablement si, puisque c'est aussi quand même très lié. Oui. Bon, il y aurait donc piste voyous et piste SAC qui se Oui, regrouperaient. enfin, les gens du SAC sont, Oui, ils sont des voyous, donc très âgés effectivement, maintenant. oui, on ne voit pas des nostalgiques du SAC opérer directement, si j'ose dire. Alors, autre film très important dans votre carrière, c'est un film un peu iconoclaste, qui ne vous ressemble pas complètement, qui est un peu différent de tout ce que vous avez fait jusqu'alors, c'est Le Taxi Mauve, un Taxi Mauve, avec Philippe Noiret et Charlotte Rampling, Fred Astaire et Peter Ustinov, film qui se déroule en Irlande et que vous avez adapté d'un roman de Michel Déon avec lequel vous êtes devenus amis. Quelle idée de tourner ce film et comment est née cette amitié avec Michel Déon? Lui, l'homme de droite affranchi de l'époque, vous, l'homme de gauche, décrié par la droite. Ancien secrétaire de Charles Maurras. Maurras, voilà. Une rencontre inattendue pour le moins. Oui, pourquoi ce film? Pourquoi cette amitié? Comment vous l'avez vécu? D'abord, c'est un producteur qui nous a réunis, mais qui nous a tendu un piège. Il nous a invités à dîner tous les deux. Moi, je n'avais pas envie de rencontrer Déon, honnêtement. Déon avait encore moins envie de me rencontrer. Et on ne s'est pas adressé à la parole de la soirée, jusqu'au moment où on a parlé de Raymond Chandler et de Dashiell Hammett. Et là, Déon a dit des choses d'une grande justesse et qui m'ont frappé. Et je ne pouvais que lui donner raison. On a commencé à discuter. Et puis, alors qu'il a la pire opinion de moi. Et réciproquement. Relativement réciproquement. Et on a fini à la Calavados. On est resté jusqu'à 5h du matin à discuter de cinéma, de littérature. Comme des hussards, justement. Un peu. Et on n'a pas sucé que des glaçons non plus. Et par la suite, on est devenus vraiment très amis. Moi, j'ai toujours le plus grand plaisir à aller à Galway, en Irlande, chez Déon. Et alors, vous avez continué à boire du whisky irlandais, j'imagine, durant le tournage. Absolument. Et Michel Déon est venu sur le tournage du film? Oui, oui, bien sûr. Regardez et... Oui, oui, et puis, vous savez, les personnages du roman de Michel étaient souvent inspirés de personnages qu'il avait rencontrés en Irlande. Oui. Donc, c'était extrêmement amusant pour lui de voir l'incarnation de personnages qu'il avait effectivement rencontrés. Mais c'est très intéressant parce qu'avec Michel, on est d'accord sur rien, sur aucun sujet, sauf les sujets importants, le cinéma, la littérature, les femmes, la nature et le whisky. Bon, maintenant, on est loin d'être d'accord sur des sujets aussi futiles que la politique, par exemple. Alors justement, j'ai interviewé Michel Déon, qui va parler de vous, parler du Taxi Mauve, et puis on se retrouve tout de suite après. Michel Déon, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été un des principaux interlocuteurs de Yves Boisset, dans la mesure où Yves Boisset, en 1977, a mis en scène un Taxi Mauve d'après votre ouvrage, d'après votre roman. Est-ce que vous étiez déjà un ami d'Yves Boisset ou est-ce que vous avez été amené à le connaître par la suite? Non, j'ai été admis à le connaître à l'occasion de ce film qu'il a tourné, Un Taxi Mauve. Je ne le connaissais pas, on m'a proposé cette idée-là. Et puis un jour, j'ai su qu'il y avait des productrices qui s'y intéressaient énormément aussi, et qu'elles avaient un metteur en scène auquel elles pouvaient confier ça, qui était Yves Boisset. Bon, j'avais vu des films de Boisset, je savais ce qu'il faisait, c'est peut-être pas été toujours le cinéma que j'aime au-dessus de tout. C'était un très bon cinéma. Vous aviez vu un Condé, par exemple? Oui, j'avais vu presque tous ces films, y compris ces films politiques, y compris un film à propos de l'Algérie, sur lequel je n'étais pas du tout d'accord. Mais on ne pouvait pas lui nier le droit d'exprimer des choses comme il le faisait avec cette intelligence et ce goût.
Et je me souviens peut-être le lendemain de notre rencontre, de déjeuner dans un endroit un peu connu, où je l'avais invité. Il y a eu des échos dans les journaux, Michel Déon et que c'est en train de signer le pacte. Mais comment ça va se terminer entre cet homme de droite et ce communiste? J'ai dit, bon Dieu, là, voilà, ils vont nous embêter tout le temps avec ça. Parce qu'on ne comprenait pas à l'époque qu'un homme de droite comme vous puisse travailler avec un homme de gauche comme Yves Boisset. Oui, mais c'était plutôt à Yves Boisset qu'on reprochait de travailler avec un homme de droite. Oui, c'était le coup de foudre, la sympathie, le plaisir de parler, de se moquer des choses, de se moquer des gens, y compris surtout les producteurs qui laissaient se développer cette campagne dans tous les journaux, de l'UMA au Figaro. C'est-à-dire que Yves Boisset a pris contact avec vous au moment où il a voulu adapter votre roman Intaximo. Vous avez déjeuné ensemble et ce déjeuner a suscité l'ire de l'intelligentsia. Voilà, disons c'est pas possible, enfin voilà. Et ce qu'il y a de très bien avec lui, c'était extrêmement positif, n'est-ce pas? Il dit quelque chose, c'est ça, c'est vrai, c'est comme ça. On peut avoir une autre idée, mais c'est net, c'est clair. Il est franc. C'est vraiment un homme très sincère et très clair, n'est-ce pas? Je l'ai invité chez moi, il est venu en Irlande travailler à la maison, je lui avais arrangé un petit appartement dans notre propriété, il était donc parfaitement tranquille. On a passé des jours délicieux, et plus ça allait, plus l'amitié montait entre nous. Et ça, c'était avant le tournage? C'était avant le tournage, bah oui, c'est tous les préparatifs, le scénario, Parce que le film se déroule en Irlande, il faut quand même le préciser. Oui. Le livre, évidemment, se déroulait également en Irlande. Oui. Et donc, vous, comme vous habitiez déjà en Irlande, eh bien, Boisset est venu chez vous. Ben, il est venu chez moi et en même temps, il m'a demandé... Ça, je l'ai amené dans des bistrots, les pubs, n'est-ce pas, dans des endroits... Ça, dans quelques paysages extrêmement beaux. Je lui disais, voilà tout ce qui peut servir à faire un bon film, enfin, une espèce de bon décor. Et pas outrageux, pas fabriqué dans un studio. Le décor est là tout près. Décor naturel. Il a engagé les acteurs français. Charlotte Rampling, qui était intelligente, remarquable. Et qui n'a jamais été aussi belle que dans ce film. Parce qu'elle était enceinte, donc elle avait quelques kilos en plus. Je crois qu'elle était déjà un petit peu enceinte, ça s'est vu quand elle dévoile sa poitrine. Voilà. Mais enfin, c'est une femme de très bon conseil. Très fine, très sensible, qui a une éducation internationale, ce que je voulais, puisque ça se passe entre internationaux. Et puis Philippe Noiret. Et Philippe Noiret. Qui joue avec Charlotte Rampling, ainsi qu'Alfred Astaire. Oui, c'est très, très, très bon. Et puis, il y avait ce Russe merveilleux, et qui jouait le rôle du père de la jeune fille, voilà. Le père, c'est Peter Ustinov. Oui, Peter Ustinov, voilà le Russe. Fred Astaire, si, a été tout à fait délicieux. Aussi, je parlais pas mal avec lui. Je dis que dans ma jeunesse, je l'avais beaucoup aimé. Autant, il dansait avec Gina Harlow, avec des... Enfin bon, voilà, tout ça, c'était... Et il m'a dit, vous savez, je suis très gêné. Parce que moi, j'ai toujours joué dans des films légers. Ça, c'est un film sérieux. Je voudrais sérieux qu'on ne fasse pas des bêtises comiques. Et l'atmosphère était formidable avec les comédiens, avec Yves et ça. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à tourner. J'ai été invité un peu tard, mais enfin, ils s'étaient installés en Irlande. Alors là, je suis allé avec eux, puis dans la mesure du possible, je les ai aidés quand il s'agissait de quelque chose. Je crois que jamais je trouverai quelqu'un pour travailler au cinéma tellement qui écoute aussi bien, qui voit ce qu'il peut tirer d'un conseil et d'une proposition. Alors qu'est-ce que vous avez pensé ensuite du résultat? Est-ce que le film vous a plu? Est-ce qu'il était fidèle au livre? Alors je vais vous dire, moi je suis toujours un tout petit peu gêné quand il s'agit de choses qui viennent de moi. Bon, je ne vais pas dire c'est merveilleux, je pense que c'est un bon film. Oui. D'ailleurs, il a fait une carrière, et il continue à faire une carrière
énorme, considérable. Il est toujours disponible en vidéo, d'ailleurs, en DVD vidéo. Oui, oui, et chez Gallimard, on l'a sorti dans une collection. Ah, ça pour le livre, oui. Oui, oui, avec le texte. Ah, le livre et le DVD vidéo. Oui, 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 oui. Oui, donc ça veut dire que vous le revendiquez comme étant un film fidèle à votre livre. Pour qu'il reste fidèle, il a fallu se battre un petit peu. Oui, Bon. quand même. Oui, Quand même. Nous étions deux amis. Moi, je ne tutoie pas beaucoup. Lui, il a eu cette tendance. Nous sommes restés dans le vous, qui est très bien. Et vraiment, j'ai continué à le voir. J'envoyais des livres. Et puis, peu à peu, je l'ai senti se retirer un peu de la scène. Mais c'est très difficile de demander à quelqu'un... Dans les années Mais dans les années ultérieures. qui ont suivi l'Aximov. Mais vous avez conservé une amitié certaine avec lui. Incontestablement, parce que je l'ai retrouvé, même une des dernières fois, c'est à Saint-Malo. Vous savez, il y a cette réunion annuelle des étonnants voyageurs. Oui. Il était invité là, et tout d'un coup, bon... Alors moi, je cessais d'aller au cinéma, aux conférences et tout. J'étais avec lui toute la journée. On peut dire que c'est une amitié de presque 40 ans. Oh, pas, oui, 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 oui. Grâce à un film et grâce à un livre surtout. Oui, voilà, oui. Et grâce à deux caractères qui sont larges. Et est-ce que vous êtes arrivé sur le plan intellectuel ou politique à retrouver entre vous et lui certaines connivences? Ou est-ce que vous pouvez être en désaccord et parfois vous engueuler un petit peu sur certaines questions? Non, écoutez, j'aime bien ce que vous dites, le mot connivence, parce que ça, alors là, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que vous êtes d'accord sur un certain nombre de points, de sujets de société? De points, et surtout des points critiques. Mais nous n'avons pratiquement jamais parlé de politique, on a parlé de films, de livres. Vous savez, Boisset est quelqu'un qui lit beaucoup, Oui. et très bien. Oui. C'est pas un lecteur superficiel, c'est un lecteur intelligent, ouvert. Et moi, j'ai la plus grande admiration pour lui. Puis vous savez, c'est un type, il a le sens de l'image aussi. Oui. Oui. Ces images sont propres, elles sont nettes, elles sont bien faites, elles sont pas floues. Je ne sais pas pourquoi, j'espère que la fréquentation d'un affreux nazi comme moi n'a pas changé son caractère, non. Et puis, mais moi, je ne suis pas non plus devenu communiste pour autant. Mais vous ressentez quand même vis-à-vis du monde contemporain une certaine gêne? Non. Non? Non, non, aucune, non, non. Non, non. Je vais vous dire la vérité, qu'est-ce qu'on pense, on les emmerde. Merci Michel Déon, merci. Voilà cet entretien avec Michel Déon, avec sa verve, 95 ans, étonnant. Et on voit bien ce qui vous a uni il y a 40 ans à travers ce film Un taxi mauve. Oui, mais d'ailleurs, on dit un peu les mêmes choses. Oui, oui, oui. C'est censé être concerté auparavant, oui, tout à fait. On comprend l'osmose amicale. Alors, autre film très important dans votre filmographie, c'est Allons enfants, 1981, avec Lucas Bellevaux, film antimilitariste sur les enfants de troupe, film antimilitariste bouleversant, émouvant. C'est peut-être un de ceux que vous revendiquez comme étant un de vos préférés. Ah, c'est probablement le film dont je suis personnellement le plus proche. Parce que aussi le plus personnel? Je crois. Je crois. Et c'est un film qui n'a pas eu de succès. Mais dont le titre a fini par être connu. Oui, mais Allons enfants. Allons enfants, Allons enfants. Oui, la Marseillaise a quand même fait son œuvre. Oui. Et Lucas Bellevaux, à l'époque, est un jeune acteur. Oui, mais non, non seulement qui n'est pas du tout réalisateur, comme il le point du tout, il venait de passer son bac. Ouais, il n'a même jamais approché une caméra. Oui, c'est incroyable. Et il était venu parce qu'il avait un copain qui était engagé pour jouer un petit rôle, et il était venu pour faire de la figuration. Et puis, je ne sais pas pourquoi, parmi les gens qui attendaient pour faire de la figuration, je me suis dit tout d'un coup, c'est lui, Chalumeau, le héros du film. Et je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas le dire exactement, comme on tombe amoureux d'une femme. Il y a vraiment eu une sorte de coup de foudre. Il était formidable dans le film. Il a fait une petite carrière d'acteur, il est devenu réalisateur.
Mais c'est le tournage de Allons enfants, il n'a jamais pensé Oui, on le auparavant retrouve à faire du cinéma. 1 ou 2 ans après dans Poulet au vinaigre de Chabrol. Oui, il a tourné des films avec Chabrol, avec Rivette, mais il avait déjà envie d'être metteur en scène. Le tournage de Allons enfants lui a donné envie d'être metteur en scène et il est devenu un excellent, mais alors vraiment excellent metteur en scène. Et je vous recommande particulièrement son dernier film. Oui, que j'ai vu. Pas son genre. Pas son genre. Qui est un film formidable, je trouve. Un film beau film. très beau film. Très ambigu, très subtil. Ambivalent, humain. Oui, vraiment, c'est un des meilleurs films français. Il fait une belle carrière. Il fait une belle carrière, Lucas Bellevaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la morale du film, en quelque sorte, serait celle qui consisterait à dire que finalement ceux qui sont les plus réfractaires au service militaire ou à la guerre qui leur est imposée sont ceux qui meurent à la fin? Puisque finalement, le personnage principal, justement Chalumeau, meurt à la fin, au combat. Il n'est pas fondamentalement hostile au fait de servir son pays, mais à la façon de le servir. Et la façon dont le réglementarisme casernier oui, à la façon s'exerce. dont on l'utilise. C'est ça. Dont on l'utilise. C'est ça. Parce que quand on est film antimilitariste, c'est vague. Non, ça veut tout et rien dire. Et en plus, c'est l'armée d'une époque. L'armée d'une époque. Qui n'a plus rien à voir. De même que l'armée que je montrais dans RAS à propos de la guerre d'Algérie, c'est une armée qui n'existe plus aujourd'hui. En bien ou en mal. Les idéaux ont à peu près disparu également de l'armée actuelle. Et c'est une armée de techniciens, c'est une armée de spécialistes. D'experts. D'experts, mais c'est plus une armée de gens qui combattent vraiment pour des idées, en bien ou en mal. Film d'espionnage avec le grand Lino, Espion lève-toi, 1982, Lino Ventura, Michel Piccoli, rôle de Jean-Paul Chance, Bruno Kremer, dialogué par Michel Audiard. Alors là, avec une musique en plus d'Ennio Morricone, c'est le film des années 70-80 avec Lino Ventura qu'on cite souvent comme étant le film représentatif du film de l'homme seul, traqué, qu'on réveille, qui va être obligé de se battre seul, etc. On retrouvait dans Le Silencieux, L'homme en colère, etc. Et il y a Espion lève-toi, qui est un film aussi qui ne vous ressemble pas complètement, parce que là, c'est vraiment du polar, du vrai polar. Ah bon, il y a un fond politique avec effectivement Anna Kretz, qui joue le rôle de la femme de Lino Ventura, qui est d'extrême gauche. Oui, et vous remarquerez que c'est exactement le même sujet que la plupart de mes films, c'est-à-dire un type que le pouvoir manipule et contraint à la mort. Et s'efforce de détruire le pouvoir, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, peu importe. C'est le pouvoir qui broie l'individu. Et c'est le sujet de la plupart de mes films, que ce soit le juge Fayard, que ce soit le héros de RAS, de Allons enfants, du Prix du danger. C'est l'histoire d'un homme que, justement, une mécanique implacable broie et pousse jusqu'à la mort. Alors, vous allez réaliser d'autres films, mais dans les téléfilms que vous allez tourner, il va y avoir de très nombreuses compositions historiques, et notamment de personnages comme Seznec, Dreyfus, Moulin, Salingro. Là, vous ouvrez en quelque sorte les vannes de l'histoire pour essayer de vous engouffrer dans les événements et essayer de retracer le plus fidèlement possible ce que vous estimez être la vérité de ces personnages-là. Ce sont aussi des hommes seuls, en quelque sorte. Oui. Là aussi. Complètement. C'est vraiment pratiquement le sujet de tous mes films. Et téléfilms. Les films historiques ou qui se passent avec un décalage historique important sont finalement des films qui nous parlent terriblement de notre société actuelle. Par exemple, Salingro, qui est un type que la calomnie avait poussé au suicide, ça me paraît être un sujet terriblement actuel. Et même si on a moins tendance aujourd'hui à se suicider parce qu'on a dit du mal de vous,
Ça, c'est une tradition qui se perd un petit peu. On l'a retrouvé avec Pierre Bérégovoy. Oui. Suicide il y a. Si il s'est suicidé et si Boulin s'est suicidé. Nous n'éluciderons pas le problème et l'énigme maintenant. Un film aussi qui n'est pas passé tout à fait inaperçu, mais qui n'a pas eu, à mon avis, la carrière qu'il aurait dû avoir, c'est Le Pantalon, avec Gladys Stanczak. C'est un film de télé. Très très beau. Mais c'est un film qui a eu, en tant que film de télévision... Il a bien marché à l'époque. Ah, il a eu une carrière, il a eu un certain nombre de prix. Le titre du film aurait pu le desservir. Le Pantalon, c'est un peu générique. Oui, mais non, et je reçois beaucoup de lettres à propos du Pantalon, et les gens qui ont vu le film, en général, ont été très marqués par ce film. C'est un film aussi sur un mutin de 14-18. Oui, et c'est aussi un film sur l'injustice, et sur un type qui est broyé par le pouvoir le plus borné. Et qui montre bien à la fois les horreurs de la guerre, le patriotisme qui peut aussi s'en dégager, mais aussi la forme la plus hideuse de la barbarie que peut organiser une industrie guerrière et où un homme qui en est réfractaire n'est pas supporté par la hiérarchie qui est la sienne. On retrouve encore une fois toujours l'homme seul le prix du danger face au pouvoir. Le prix du danger avec Lanvin, c'est l'homme seul face aux policiers, face à l'institution, face à la télé, face au pouvoir. Alors, il y a un film que je sais vous n'aimez pas, que nous n'aimons pas beaucoup non plus à TV Liberté, vous vous en doutez, c'est le film La Tribu. Bon. C'est un film que vous avez fait qui est un film clairement contre l'extrême droite. George Wilson interprète un personnage qui n'est pas très éloigné à certains égards physiquement et politiquement de Jean-Marie Le Pen. Le parti dans le film s'appelle FN, Force Nouvelle, bon, ça renvoie à Front National. Bon. C'est un film que vous n'aimez pas. Est-ce que c'est un film que vous n'aimez pas parce que vous n'aimez pas les idées dans la façon dont vous l'avez traité, ou est-ce que vous trouvez que d'un point de vue purement filmique et cinématographique, c'est un film qui est assez mineur dans votre œuvre? Oui, non, c'est pas pour des raisons politiques que je n'aime pas le film, c'est parce que il manque de subtilité. Oui. Vous auriez voulu faire un film critique à l'égard de l'extrême droite, mais qui ne soit pas aussi chargé là, pour le coup, en manichéisme, peut-être. Voilà. Et d'autre part, le vrai sujet du film, c'était le poids des laboratoires pharmaceutiques. Oui. Bon, c'était le vrai sujet du film. Stéphane Fraisse, Catherine Victonine, oui, Jean-Pierre Bacri, George Wilson, Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bisson. Et là aussi, il y a une distribution oui, étonnante. Très bons acteurs, qui étaient remarquables, mais le film manque de subtilité, moi, je trouve. Et en plus, la charge qu'il y avait contre les labos pharmaceutiques, ce qui se référait, là, encore une fois, à une histoire vraie et à l'accointance de gens qui aidaient considérablement Jean-Marie Le Pen. Mais on aurait j'aurais dû le montrer avec plus de subtilité, plus d'ambiguïté, plus d'ambivalence. Mais cela dit... Surtout qu'on a l'impression que tous les personnages qui sont dans le film sont liés les uns aux autres, du plus petit au plus grand, qui se connaissent tous. Il y a une espèce de complot national où on tire les ficelles, où le chef du parti se rend à un moment donné chez un malade qui va faire mourir, etc., pour revenir ensuite à un meeting, etc. Ça paraît effectivement un peu grossier. Oui, mais peut-être qu'on était trop proche de la réalité, justement. Ah, dans ce cas. Ça dépend. Ah oui, mais je vois à quoi vous faites allusion. Mais les analogies ne sont pas forcément toujours comparaison n'est pas raison. Si non, et puis, encore une fois, je pense que le film aurait dû être plus subtil. Et cela dit, les laboratoires pharmaceutiques nous l'ont fait payer relativement cher, puisque toute mention du film dans la presse entraînait la suppression des publicités pour l'industrie parapharmaceutique, c'est les produits de beauté, etc. Donc, ça aide pas la carrière d'un film. Mais alors, ce qui est formidable avec vous, justement, Yves Boisset, on en a parlé durant toute l'émission, et l'émission va s'achever, c'est que vous faites justement ce film La Tribu contre l'extrême droite en 1991, et vous réalisez pour la télévision 12 balles dans la peau pour Pierre Laval en 2009, qui réévalue la façon dont Laval a été tué, et même, je dirais, à certains égards, sinon la réhabilitation, en tout cas la manière absolument atroce dont il a été fusillé, exécuté à la Libération.
C'était un film où vous vous attendez pas forcément. Vous avez fait Salingro, vous aviez fait La Tribu. Vous faites un film sur Laval, on s'attend à ce que ce soit une charge contre Laval, et c'est une charge contre l'exécution de Laval. Oui, absolument. Mais Laval... Qui n'était d'ailleurs pas un homme de droite. Laval était socialiste. Pacifiste, et Laval européen. Était violemment pacifiste. Si on ose dire. Il avait été maire de Aubervilliers de 1922 à 1944. Et moi, j'étais scandalisé, par exemple, qu'à Aubervilliers, si vous allez dans la salle où il y a tous les portraits de tous les maires, il y a tout d'un coup une disparition de Laval, de même que l'œuvre sociale de Laval était considérable. Il a fait construire des dispensaires, des écoles, des crèches, etc. Et vous savez, quand on met une plaque... Avant 40 et après 40. Oui. Et quand on inaugure un bâtiment, mais ce bâtiment a été inauguré le temps 1935, 1938, 41, et c'est passé au burin, et c'est un type dont on a l'impression qu'il a cessé d'exister. Alors, en 1944, il était considéré comme l'homme le plus détesté de France. Bon, et moi, j'ai trouvé intéressant de revisiter son personnage. Oui. Interprété par Christophe Malavoie. Oui. Très bien, très bouleversant, très émouvant. Et c'est vraiment, je crois, un film tout à fait objectif sur les... Bon, il n'est pas question de nier le rôle pour le moins équivoque qu'a eu Laval par rapport aux Juifs, par rapport aux déportations, par rapport au STO, etc. C'est une réalité, c'est une évidence. Ça aurait été un autre film. On peut essayer de remettre en perspective, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le film, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors j'étais par exemple au cimetière Montparnasse, où se trouve la tombe de Laval, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on m'avait dit que le jour anniversaire de sa mort, il y avait des gens qui apportaient des roses blanches, puis c'est sa fleur préférée, sur sa tombe. Alors, on m'a interdit de tourner sur la tombe de Laval. J'ai été tourné sans autorisation avec une toute petite caméra planquée. De même, pardonnez-moi, qu'on vous a empêché de pouvoir filmer la tombe d'Édouard Drummond pour le documentaire que vous faites au Père-Lachaise. Oui, Drummond n'est pas très populaire. Oui. Encore moins populaire que Laval, si je veux dire. Hein. Encore moins, puisque on a fait, vous savez, on a fait très récemment, supprimer l'inscription sur la tombe de Drummond, immortel auteur de la France juive. Oui. On l'a fait supprimer. Ah, il n'y est plus. Oui. Moi, je trouve ça... On supprime les faits, quoi. Oui, je trouve ça scandaleux. L'idée n'est pas d'approuver la pensée de Drummond, que je trouve parfaitement haïssable. Mais bon, il a existé. Il a écrit un livre qui a quand même eu un retentissement considérable. Il a été à l'origine d'un mouvement qui a lui-même eu un... On ne peut pas le nier. Il avait d'ailleurs écrit un livre ensuite qui s'intitulait « La France juive devant l'opinion ». Aujourd'hui, il n'y a plus d'opinion du tout, puisqu'il n'y a plus de France juive. Oui, exactement. Comme ça, on a réglé le problème. Aujourd'hui, Yves Boisset, politiquement, vous vous situez comment? Est-ce que vous êtes toujours un homme de gauche? Est-ce que vous êtes un homme de gauche revenu de la gauche? C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que les notions de droite et de gauche aujourd'hui ont encore une grande signification. Est-ce que M. Hollande fait une politique de gauche? Je ne suis pas sûr. Est-ce que Marine Le Pen, finalement, se rapproche étrangement de Montebourg? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Pas grand-chose. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de rester humaniste. Oui, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humanisme. Humain d'abord. Les notions de gauche, de droite me paraissent des notions étrangement périmées. Et vous diriez que vous êtes moins engagé à gauche de la gauche que vous ne l'étiez dans les années 70 ? Non, sans renier pour autant les idées qui sont les vôtres ? Point du tout. Simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus les gens que les idées. Et moi, je raconte dans mes films des histoires de gens.
Ce sont les incarnations existentielles qui vous intéressent plus que les archétypes idéologiques ou politiques. Absolument. Et vous essayez de montrer ça dans les documentaires, dans les films, dans les téléfilms, etc. depuis maintenant plus de 40 ans. Alors vous avez encore un certain nombre de projets. Oui. Un projet notamment sur que vous avez tourné déjà, un film que vous avez déjà tourné sur les ONG. Non, c'est un projet. C'est un projet. Pour lequel on ne facilite pas exagérément les choses, parce que la corruption des ONG, qui est un sujet sulfureux, on ne peut pas dire qu'il y ait un enthousiasme forcené du côté des chaînes de télévision, des banques. C'est vraiment, je pense que la corruption des ONG est un sujet vraiment tabou à l'heure actuelle. En revanche, le documentaire sur le Père Lachaise est en train de se terminer. Oui, mais c'est pas si simple. Oui, parce qu'il va falloir que vous le terminiez, justement. Oui, et qu'on ne vous empêche pas de pouvoir le terminer. Pas si simple. Si ça devait avoir lieu, si ça devait passer à la télévision, on peut imaginer que ça pourrait être en 2015. Ah oui, ce sera début 2015. Merci Yves Boisset. Merci d'être venu sur TV Liberté pour retracer votre itinéraire, vos films, vos téléfilms, vos documentaires. Et puis je rappelle la sortie chez Jupiter, film du Juge Fayard, Dit le Shérif, un film que vous avez tourné en 1976, sorti en 1977, qui avait obtenu le prix Louis Deluc en 1976, justement, avec Patrick Devers, dont nous avez parlé, et auquel vous étiez très attaché. Merci Yves Boisset. On se retrouve, chers téléspectateurs, le mois prochain pour Nos Chers Vivants. Nous parlerons de Gérard Blin, le metteur en scène, l'acteur. Merci. Merci Yves Boisset. Merci à vous. C'est pourquoi je suis faite. Quoi donc? Vous savez bien. Le temporaire et le futile. Dommage. J'y avais vraiment cru cette fois-ci. Au revoir, Philippe. Au revoir, Sharon. Oh, vous parlez? J'allais quitter l'Irlande à jamais. J'avais choisi de retrouver la vie, les autres, les responsabilités. J'avais craint que Jerry ne soit malheureux d'avoir perdu Anne. Il s'en consolait avec l'expérience innée et la légèreté de la jeunesse. Il avait toute la vie devant lui. Vous croyez que moi je me cache en restant ici? Non, au contraire. Vos racines sont ici. Vous vous affirmez en restant. Peut-être qu'enfin je suis chez moi. Je crois que vous avez raison d'élever des chevaux. C'est une excellente décision. C'est un commencement. Eh bien, docteur, nous voyons peut-être pour la dernière fois. Oh, il faut jouer de rien. Vous voilà en bonne santé, Philippe. Attention. Et surtout, ne m'envoyez pas de carte postale. Mon cher ami. Adieu. Bon commencement. Jerry, vous savez, franchement, je crois que j'en ai assez de voir prendre ce pays qui est le mien, et qui est le vôtre aussi, pour le cimetière des éléphants. Que voulez-vous dire? Oh, on dit que quand l'éléphant sent venir sa dernière heure, quand sa mort est proche, il s'éloigne des siens. Il plonge dans la forêt, il recherche la piste du cimetière, et seule la bête dont la fin est proche en trouve le chemin. Mais l'homme qui essaie d'aller au-devant de sa mort s'égare dans les méandres comme dans un vaste labyrinthe. À celui-là, l'Irlande, fille au grand cœur, saura toujours offrir un décor fascinant. Bon, voulez-vous me rendre un service? Bien sûr. Je me sens un peu fatigué de prendre le volant. Vous ne voulez pas conduire à ma place? Vous rendre service?
Docteur, ce sera pour moi un plaisir et un honneur. Merci, Jerry.